Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. L'âge, c'est dans la tête, mais il est inscrit aussi sur notre extrait de naissance ou sur un document administratif. Beaucoup d'entre nous ont la fâcheuse habitude de dissimuler les années. Pourquoi mentir sur son âge? On en parle en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons nous consacrer sur la provocation. Cette action qui pousse certaines personnes à sortir de leur zone de confort. Une provocation lors d'un échange ou une dispute peut parfois être mal perçue. La provocation, un signe de faiblesse, élément de réponse en fin d'émission. Avec mes invités du jour, il s'agit de Darla, étudiante en communication marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Merci Régis pour l'invitation. Nous remercions également Raph Versel, étudiant en droit. Un plaisir de te recevoir sur Génération News. Merci Régis pour l'invitation. Nous remercions également Morel, médecin, dentiste. Merci d'avoir répondu à la deuxième invitation de Génération News également. Oui, en effet, et c'est toujours un plaisir. Plaisir partagé, je l'espère, pour notre amie Iden, journaliste et étudiante en journalisme et communication. Deuxième participation en Génération News aussi, c'est toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. Les amis, nous allons tout de suite aborder la première thématique liée évidemment à l'âge. Je pense que sur ce plateau, on s'est sûrement déjà retrouvé dans une situation où on était obligé ou bien poussé à mentir sur notre âge. Mais Morel, pourquoi mentir sur son âge ? D'après moi, les raisons sont relatives et dépendent véritablement de chacun. Pour ma part, les fois où j'ai eu à mentir sur mon âge, je peux dégager deux grosses circonstances. Lesquelles? On est preneur, dis-nous tout, nous on prend. Ok, alors c'est déjà dans mon milieu professionnel. Je suis super jeune. Donc, j'avais 15 ans en terminale, j'ai eu mon bac à 16 ans et je fais des études de médecine. Donc, ce sont des études dans lesquelles on est emmené à prodiguer des soins à un patient et du coup, ce patient doit nous faire confiance pour pouvoir accepter son traitement. Et lorsque tu viens à l'hôpital, que tu es malade et que tu es en face de quelqu'un qui fait jeune, parce que en plus d'être jeune déjà sur le papier, je fais aussi un peu jeune. Surtout quand je suis au milieu de mes autres collègues. Donc, parfois, c'est un peu compliqué. D'accord. Et quand tu montes sur ton âge, comment ça se passe? Tu rajoutes 2 ans de plus, 3 ans de plus ou comment ça se passe? À partir de ton âge, évidemment. Supposons que tu aies 17 ans, est-ce que quand tu es obligé de mentir sur ton âge, tu dis que tu as 25 ans ou 26 ans? Comment ça se passe? Tu rajoutes ou bien tu enlèves sur quelques bougies sur ton âge? Comment ça se passe? Alors, même là, il y a aussi deux cas. D'accord. Donc, dans les premières années en fait de mes études, donc avant le bac et tout juste après, j'enlevais plutôt parce que au Bénin d'où je viens, c'est plutôt une fierté d'avoir le bac super tôt, de faire des études en étant très jeune. Donc pour faire partie en fait de cette griffe crème, donc à chaque fois puisque moi, au cours d'une année scolaire, j'ai toujours 2 ans. Donc en terminale par exemple, j'ai 15 ans, puis 16 ans, donc parfois même après mes 16 ans, je peux dire. Parce qu'on rappelle, tu as obtenu ton baccalauréat à 16 ans. Oui. D'accord, ok. Du coup, même là, par exemple, je pouvais parfois être tenté de dire « Ah non, mais j'avais 15 ans. » D'accord. Voilà, parce que j'ai eu le bac, 3 mois après. Est-ce que le fait de mentir sur ton âge dans la profession que tu exerces, parce qu'évidemment, c'est toujours un peu gênant d'arriver de voir un jeune homme qui doit nous traiter, comme tu viens de le souligner, est-ce que ça t'aide beaucoup dans le travail, le fait de mentir un petit peu sur son âge? Est-ce que ça arrive facilement à installer la confiance avec le patient? Alors, je pense que oui, quand même. Après, les moments où j'ai eu à mentir sur mon âge, dans le cadre de mes stages et tout, pour pouvoir soigner, etc., c'est pas arrivé très fréquemment parce que je fais partie d'une génération de médecins super jeunes aussi. Du coup, c'est un peu tout le monde qui est mis dans le même panier. Après, moi, j'ai 2 ans de moins que mes collègues de façon moyenne. Donc, à cause de ça, par exemple, on va remarquer que je suis plus jeune, mais au Bénin, on est habitué maintenant à avoir cette nouvelle génération de médecins assez jeunes. D'accord, donc c'est pas, on va dire, une surprise de voir un jeune qui évolue dans un domaine tel que la médecine. Darla, on a parlé de l'âge. Est-ce que le fait que certaines personnes mentent sur leur âge, c'est simplement une peur de vieillir ou bien autre chose derrière?
Oui, je pense que ça part déjà d'un complexe. Parce qu'il y en a qui se sentent complexés dû au fait que leur corps peut-être ne reflète pas leur âge ou par rapport aux autres en face d'eux, ils n'arrivent pas à dire que voilà, j'ai 25 ans, peut-être parce que la personne en face a 18 ans, tu veux fréquenter cette personne-là, mais tu vas te dire, je suis un peu trop vieux pour cette personne. Du coup, complexé par l'âge de la personne en face, la personne décide de retrancher ou alors d'augmenter son âge. Mais pourquoi l'âge devient complexe? C'est la question que je pose évidemment à Idel, notre journaliste sur ce plateau. Pourquoi le fait de mentir sur son âge ou bien son âge devient un complexe? Pourquoi? Question très pertinente. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu notre société, il y a tellement de restrictions. Il y a tellement de restrictions aujourd'hui qu'on se voit parfois de mentir sur son âge. Je prendrais par exemple le cas de nos professionnels de football, nos frères, nos compatriotes qui vont dans des clubs internationaux. Oui. En Europe en l'occurrence. Voilà, en Europe en l'occurrence. Et ils se doivent parfois de rectifier leur âge parce qu'ils veulent se faire une place dans le club. Donc c'est autant de raisons parfois qui poussent certaines personnes à mentir sur leur âge. Et lorsqu'on revient sur, par exemple, la jeune fille face à un homme ou encore vice-versa, on peut se rendre compte que l'âge de la personne est son identité, c'est l'identité de la personne. Donc lorsque vous demandez à la personne son âge, en quelque sorte vous voulez entrer dans son intimité. On peut même jusqu'à aller dire dans son jardin privé. Vous voyez un peu, parce qu'avec l'âge on peut connaître la pensée de la personne. Ou son vécu, tout simplement. Ou son vécu par exemple. Et certains hommes aujourd'hui, parfois ils demandent l'âge simplement parce qu'ils veulent voir si la fille est déjà dans une certaine maturité de réflexion. Donc, si vous dites que vous avez 16 ans, on se dit que vous êtes un peu à la fleur de l'âge et vous réfléchissez encore comme une gamine et tout. Mais lorsque vous atteignez par exemple 30 ans, on se dit que là c'est déjà la maturité. Oui, quand on est au 3e étage, la vue est beaucoup plus dégagée. La maturité. Et certains hommes n'aiment pas souvent ce genre de femmes qui réfléchissent déjà, qui abordent la vie avec une réflexion tellement mature, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'hommes veulent amadouer les jeunes filles. Donc, c'est autant de raisons qu'on peut mettre sur place qui poussent les gens à dissimuler l'âge. On peut aussi se dire, un peu comme l'a dit Darla, que c'est la honte aussi parfois. Lorsque vous êtes au milieu des autres et que vous voyez que vous êtes le seul vieux, vous avez 28 ans et que vous êtes entouré des personnes de 15 ans, 16 ans, ça vous emmène à dissimuler votre âge parce que... Oui, mais pourquoi? Au contraire, c'est beaucoup plus bénéfique, mon cher Ralph Versel, par exemple, de se retrouver entouré de jeunes de 15 ans, sachant que vous avez 28. Ça renvoie à une forme de respect, de considération de la part de ces jeunes de 15 ans. Donc, quelque part, c'est bénéfique d'assumer son âge, tout simplement. Oui, ce que vous êtes en train de dire, vous avez parfaitement raison, mais... Sur la question, je préfère l'aborder sur deux aspects. D'accord. Il y a d'abord le pourquoi diminuer et pourquoi augmenter l'âge. D'accord. Et pourquoi diminuer? Pourquoi diminuer d'abord? À la première question, je me dis, aujourd'hui, par exemple, je prends juste mon exemple à moi. D'accord. Il y a deux générations qui s'opposent. Il y a la génération 90 et la génération 2000. La génération 90, c'est la génération des gens qui sont partis à l'école un peu en retard, qui ont eu, par exemple, le débutant à 6 ans, 7 ans. Et il y a la génération 2000 qui est partie, par exemple, à 4 ans. Donc, vous voyez que vous vous retrouvez dans une classe de la première année d'université. Il y a des gens qui ont 17 ou 18 ans. Et vous avez 23 ans. Face à cette jeune génération-là, vous vous dites, aujourd'hui, si j'essaie de me présenter envers eux pour dire j'ai 23 ans, ils auront
de préjugés. Donc en fait, il y aura une discrimination à mon égard. Tu rejoins un peu l'argument de Eden quand elle parlait de honte à assumer son âge. Il y aura une discrimination, les gens vont voir, mais finalement, il n'a pas évolué. Donc vous préférez rectifier votre âge pour vous mettre au même point d'égalité. Au même diapason, au même niveau que les autres. Au même niveau que les autres. Maintenant, pourquoi augmenter l'âge? Je rejoins carrément l'exemple de notre médecin. Morel, oui. Morel qui disait, il y a des jeunes aujourd'hui, il y a des gens d'abord, aujourd'hui, pour eux, être mature ou bien être intelligent, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous dites à une personne que vous avez 18 ans, un PDG de société, par exemple, pour vous accorder une entretien, c'est difficile. Alors que si vous venez vous dire vous avez 25 ans, il aura au moins... Il va se dire, j'en face de moi quelqu'un qui a de l'expérience, donc ça va être plus facile. D'écouter ce que la personne a à dire. D'accord. Maintenant, donc, il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation où, pour se faire accepter dans une société, ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de mentir, augmenter son âge vis-à-vis de la société qu'il vient. D'accord. Morel, je viens à toi dans une poignée de minutes. Darla, on a parlé jusque-là un petit peu des bienfaits de mentir sur son âge, même si mentir c'est mauvais, c'est pas une chose à faire. Mais évidemment que derrière ça peut ouvrir des portes, parce que c'est un peu ce que vous soulignez sur ce plateau-là. Mais s'il fallait, Darla, aller de l'autre côté, ça c'est des côtés positifs, on va dire, de ce mensonge-là. Ça sonne un peu bizarre, mais c'est le cas. Mais quels sont les inconvénients concrètement derrière? C'est-à-dire, pourquoi mentir sur son âge concrètement? Quels sont les inconvénients? Quel est le côté néfaste de ce mensonge-là? Je dirais que le côté néfaste, c'est quand on découvre que l'âge que vous avez donné n'est pas le bon. Parce que, par exemple, en entreprise, quand vous allez travailler, je pense que l'âge que vous donnez, c'est l'âge qui sera sur vos documents. Et vous devez prendre votre retraite. On va prendre l'exemple des personnes qui sont à l'armée. Par exemple, je prendrai cet exemple-là. Vous allez donner un âge qui n'est pas le vôtre, je veux dire moins que le vôtre. Et quand vous allez arriver à l'âge où vous êtes censé prendre la retraite, votre corps ne répond plus. Pour ceux qui sont sur le terrain. C'est pareil pour le foot. Voilà, pour le foot, on voit des personnes qui font par exemple des arrêts cardiaques et tout ça. On se demande qu'est-ce qui se passe alors que ton âge que tu as sur les papiers, c'est pas l'âge de tes os. Donc, tu peux pas arriver à mener des actions qui ne correspondent pas avec ton âge. Ça, c'est un exemple que je peux donner par rapport à ça, en fait, un inconvénient. D'accord. Oui, allez-y, Morel, je t'ai interrompu tout à l'heure, vas-y. Oui, je voulais juste rajouter, en fait, un exemple par rapport à ce qu'il a donné là. Donc, les cas dans lesquels on est amené à augmenter son âge. Donc, en début d'émission, je disais que j'ai eu à mentir dans 2 cas. Donc, le premier cas, c'était le cas professionnel et le second cas, c'est personnel. Donc, quand tu veux, par exemple, rencontrer des femmes, c'est un peu compliqué parce que déjà, dans mon milieu... Tu as menti sur ton âge, toi? Oui. D'accord. Elle était plus âgée? Oui. Ok. Parce qu'en fait, vu que j'ai 2 ans de moins déjà que la majorité de mes... ton entourage, tout simplement. En fait, c'est ça. Donc, voilà, c'est un peu compliqué d'aller vers une femme, par exemple, elle qui a déjà peut-être 20 ans, 21 ans, et de lui dire j'ai 18 ans. Sachant que les femmes, lorsqu'elles sont jeunes, elles préfèrent plus vieux. Donc, je peux mentir pour essayer de tirer mon âge. Voilà, de se rapprocher un peu de son âge pour qu'elle ne sente pas un peu cet écart-là. Voilà, pour qu'elle ne sente pas cet écart-là. Après, ça passe généralement parce que je suis dans ma tête beaucoup plus vieux que mon âge. Ouais. Maintenant, concernant les inconvénients, il y a une perte de confiance dans un couple où tu as eu à mentir sur ton âge. Oui, parce que ça c'est un cas encore particulier. Iden, on l'a souligné, c'est-à-dire lorsqu'on est en couple et que vous mentez sur votre âge et que derrière l'un de deux venait à découvrir l'âge réel, enfin, ça devient très compliqué quelque part. Ouais. Ça peut engendrer une séparation parce que, oui, il y a un divorce même parce qu'on... ça peut conduire au divorce, ça? L'âge fait partie des éléments primordiaux qui doivent être déclinés dans les premières rencontres avec votre conjoint. Donc mentir sur son âge, c'est déjà fausser quelque part la réussite de son couple. La relation, oui. C'est un élément très important qu'on prend souvent à la légère, mais dissimuler son âge dans le cadre d'une relation où vous êtes dans un foyer peut engendrer un divorce. Et ça, c'est pas du tout agréable. D'accord. Alors, on a la chance, les amis, d'avoir 2 femmes sur ce plateau. Il y a une question qui revient tout le temps. Tout le temps. Vous allez, je pense que vous connaissez
poser la question, vous mesdames. Alors la question c'est mal poli, hein, c'est mal poli de demander son âge à une femme. Moi j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi c'est jugé déplacé, voire mal poli de demander son âge à une femme, Darla? À vrai dire, Régis, moi, je ne vais pas te donner la réponse à cette question. D'accord. Je dirais juste que c'est quelque chose qui existe depuis. On a toujours entendu ça. C'est mal poli de demander à une femme son âge. Mais je dirais peut-être que c'est dû au fait que les femmes vieillissent plus vite que les hommes. C'est une impression ou bien c'est avéré? Physiquement, d'accord. Physiquement, les femmes vieillissent plus vite que les hommes. Et elles se sentent complexées du fait qu'elles vieillissent déjà et vous permettez encore de venir demander son âge, qui ne fait peut-être pas son corps. Donc, elle voit ça un peu comme un manque de respect, en fait. C'est-à-dire, donc, Vercel, dire à une femme, enfin, demander son âge à une femme, c'est pas un compliment. À l'inverse d'un homme qui dit à un homme, bah, écoute, tu prends de l'âge, c'est beaucoup plus un compliment qu'autre chose. Mais chez la femme, c'est mal vu. Vous partagez son point de vue? Oui, je partage le point de vue parce que c'est la réalité de la société actuellement, même si c'est déplorable, mais il faut s'y faire. C'est la réalité. Aujourd'hui, quand vous dites à un homme âgé que vous prenez de l'âge, vous vieillissez, il est content, il se dit oui, je suis ancien, j'ai de la... Oui, mais même un jeune homme, hein, si vous dites à un jeune homme que tu prends de l'âge, il a l'impression que voilà, il devient adulte, donc c'est beaucoup plus un compliment. Vous augmentez un peu les grades, voilà, comme vous êtes en train de dire comme un compliment. Maintenant, pour la femme, c'est un peu l'envoyer vers la tombe. D'accord. J'ai l'impression que la plupart des femmes, quand vous dites vieillir, pour elles, elles se rapprochent un tout petit peu de la mort. Du coup, elles n'aiment pas être dans cette situation un peu compliquée. Ouais. Voilà. Elles préfèrent plutôt dire que c'est mal poli ou bien de ne pas donner son âge tout court. Oui, mais est-ce que, Iden, est-ce que quelque part aussi ces femmes ont juste peur d'assumer leur âge, ou bien derrière, c'est cette pression sociale qui suit aussi l'âge de la femme? Parce qu'en général, si tu te retrouves à 32 ans, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, en général, on a tendance à te rappeler ton âge. Est-ce que c'est cette pression-là qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont du mal à assumer leur âge? Oui, je pense que tous les facteurs en principe peuvent être pris en compte. Mais ce qu'il faut inférer aussi, c'est de réaliser que, en fait, quand vous demandez l'âge d'une femme et que vous lui dites, par exemple, qu'elle est en train de vieillir, c'est comme si vous l'insultez, en fait. Bon, en général, on demande juste à quel âge. Parce que, en fait, la femme, pour elle, vieillir, c'est comme ne plus avoir de l'éclat. D'accord. Ne plus être cette jeune fille qui avait de l'énergie, qui pouvait attirer et tout. Donc, vous voyez un peu, donc, demander une jeune fille son âge ou je ne sais pas... oui, mais est-ce qu'il y a une formule appropriée pour? Parce que si on vient en étant direct, en demandant quel âge as-tu, en général, on n'a pas de réponse pour les raisons que vous venez de donner. Mais s'il fallait justement demander son âge à une femme, est-ce qu'il y a une formule plus polie à utiliser? Les hommes, par exemple, ils savent s'y connaître. Ce n'est pas à moi de leur dire comment ils vont s'approcher d'une femme qu'ils aimeraient à la longue. Non, mais là, vous êtes dans une position, vous êtes dans la position de la femme que vous êtes. Est-ce que pour vous, il y a une formule J'en viens, mais je pense qu'il n'y a pas de formule appropriée. Okay. Mais je dirais simplement que le fait de se rapprocher de la personne et tout de suite lui demander l'âge, ce n'est pas conseillé. Développer une certaine amitié avec la personne et au fur et à mesure que vous apprenez à connaître la jeune fille, vous lui demandez son âge et vous verrez qu'elle aura confiance en vous. Elle sera libre même de vous donner son âge. D'accord. Morel, je vous sens un petit peu partagé. Vous partagez son avis ou bien vous nagez à contresens? Déjà, est-ce que vous comprenez, on va dire, ce refus, cette peur, ici, de la jeune féminine de donner leur âge? Une peur justifiée, voilà, expliquée par les dames sur ce plateau. Mais est-ce que vous comprenez déjà un petit peu ce refus-là? Oui, tout à fait, je le comprends parce que les deux ont parlé, et c'est-à-dire que Raph a parlé, Iden également, et moi j'y vois en fait ceci. Donc, une femme, comme Raph l'a dit, âgée, s'approche de la mort, mais pas, pour moi, pas de la mort telle qu'on la connaît, mais plutôt, elle a peur de ne plus être dans la fleur de l'âge, de ne plus être désirable, de ne plus, voilà.
En gros, c'est un peu ça. Il y a également la pression sociale. Donc, tu as un certain âge, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de boulot, voilà. Exactement. Ça arrive parfois. Alors que pour un homme, plus tu es vieux et plus tu es le sugar daddy, en fait, comme on dit. D'accord. Plus tu as une certaine... Parce que tu as un certain grade. Donc, je peux tout à fait comprendre ça, même si je ne suis pas d'accord avec le fait de se laisser... Parce que continuer avec ça, c'est un peu comme cautionner ça, en fait. Et pour moi, ça ne passe pas. Régis, moi, j'aimerais vraiment intervenir en disant que la société aussi impacte beaucoup dans ce sens, en fait. Est-ce que c'est le regard des autres qui vous pousse à mentir sur votre âge? Quand j'ai commencé à parler, que le regard des autres joue beaucoup sur le fait que des personnes arrivent à mentir sur leur âge. Parce que, comme il dit, dans votre société, à vous, là-bas, Morel, vous avez l'habitude d'être jeune, de travailler tôt et d'avoir tout tôt. Ouais. Mais imaginez une personne qui a 30 ans, qui n'a pas déjà tout ce que vous avez déjà acquis à votre âge. Cette personne va se sentir dans l'obligation en face des autres de mentir sur son âge pour ne pas être jugé. Je dirais que les gens ont peur d'être jugés en donnant leur âge parce qu'ils voient ce que les autres ont accompli par rapport à leur âge. Contrairement à eux, et se disent que... Sur un plan social, quand on donne son âge, on fait une comparaison. Oui, c'est-à-dire si on a Morel qui a réussi il a eu son bac à 16 ans, moi je l'ai eu à 25 ans. C'est la société qui nous inflige ça en fait. La société nous inflige vraiment ça et je pense que c'est pour ça, c'est en majeure partie pour ça que des personnes arrivent à mentir sur leur âge. Mais que faut-il faire, Versel? Faut changer le regard de la société? Si oui, comment? Comment changer ce regard de la société? Ou bien tout simplement mettre des barrières, ne pas donner son âge? Bon, en tout cas, je ne partage pas le point d'avis de mettre des barrières. Je préfère plutôt dire que il faut l'assumer, son âge. Il faut l'assumer, l'âge que vous faites, l'âge que vous avez. Dites la vérité. Maintenant, là aussi, il y a deux cas. Si par exemple, vous avez eu à diminuer de l'âge d'une manière légale, par exemple, sur les actes de naissance, vous n'êtes pas obligé de dire sur mon acte de naissance, je fais 24, alors qu'en réalité, je fais 30. Donc, vous prenez l'âge juridique que vous avez. Mais si en réalité, vous n'avez pas diminué dans l'acte, c'est juste dans les paroles, assumez bien votre âge, vous dites j'ai 25 ans, c'est tout. D'accord. Alors, il y a une phrase que j'ai eu à évidemment tirer d'Internet en préparant cette émission, qui est donnée par quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est un philosophe décédé, Freud, qui est au passage très connu pour avoir inventé plein de belles choses. Freud disait que assumer son âge, c'est assumer sa vie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces personnes qui n'assument pas leur âge, n'assument pas leur vie, tout simplement, Iden? Bien sûr. Bien avant de répondre à la question, j'aimerais renforcer ce que Darla disait. En fait, notre société aujourd'hui nous pousse parfois à commettre des erreurs parfois que nous ne voulons pas. Parfois, nous sommes obligés. Mentir sur son âge, c'est considéré comme une erreur pour vous? Oui, pour moi, c'est une erreur. C'est parce que si une personne est consciente et qu'elle assume pleinement sa vie, pourquoi est-ce qu'elle va s'emmener à mentir sur son âge, à dissimuler son âge? Et lorsqu'on regarde, je parlerai plus précisément du cas du Gabon, lorsqu'on regarde le Gabon dans la société en général et même lorsqu'on regarde comment l'État organise les choses, lorsqu'on regarde même l'école de la magistrature, on se rend compte qu'il y a des limites même au niveau des âges. Il y a des limites au niveau des âges. Donc ça signifie qu'en un mot, il y a une discrimination même au niveau du travail. Parce que si on rappelle même la devise de notre pays, c'est Union Travail-Justice, le travail pour tous. Donc en principe, personne ne doit être discriminé au niveau du travail. Oui, mais est-ce que quelque part, désolé de t'interrompre, c'est juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que quelque part le fait de limiter l'âge aussi, c'est stratégique pour l'entreprise derrière? Parce que si, en supposant qu'ils aient besoin, eux, de recruter des jeunes qu'ils vont former, qui vont aller avec eux, ils vont cheminer ensemble, que de prendre quelqu'un qui a déjà 45 ans, qui va être difficile derrière. On ne refuse pas, on délimite l'âge, mais on essaye aussi de s'organiser
pour ceux-là qui ne peuvent pas avoir cet âge pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, il faut aussi créer un plan B pour ceux qui ne sont pas aptes ou qui ne répondent pas à ces critères. Mais ce qu'on remarque généralement, c'est qu'il n'y a pas de plan B pour ces personnes-là. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes dans la société. Et ils sont amenés à mentir sur leur âge. À mentir sur leur âge. Et pour revenir un peu à la citation, en fait, assumer son âge, c'est véritablement assumer son identité, c'est assumer sa vie. Parce que dès lors où vous savez que votre âge n'est pas un frein à ce que vous pouvez accomplir dans le monde, vous êtes libre, évidemment. Vous pouvez donner votre âge. Voilà. Mais non, lorsque vous dissimulez votre âge, ça signifie que vous n'êtes pas prêt à vous définir vous-même. Vous n'êtes pas prêt à affronter les situations qui se présentent devant vous. Vous n'êtes même pas prêt à affronter votre entourage qui est juste là devant vous parce qu'ils sont moins âgés que vous. Donc, je pense véritablement que si on doit véritablement dire son âge, bon, je reviendrai aussi sur le plan où il ne faut pas aussi que les personnes qui sont autour mettent l'accent sur l'âge. C'est quoi l'utilité aussi de connaître l'âge de la personne? C'est la question qu'on se pose évidemment. C'est quoi l'utilité? Morel, je veux te poser une question, mais en quelques minutes. J'ai besoin de ta réponse en quelques minutes parce que nous arrivons au terme de cette première partie. Il y a un point qui a été souligné par tout le monde, c'est le fait de rectifier son âge, un phénomène très courant sur le continent, en Afrique en l'occurrence. Est-ce que le fait de le faire aussi quelque part, c'est, comme on l'a dit, c'est le fait de ne pas assumer sa vie, rectifier son âge? En quelques mots. Oui, tout à fait. En fait, je suis carrément du même avis. D'accord. Quand je prends juste mes 25 ans, c'était compliqué pour moi d'annoncer sur Internet parce que je suis très actif en fait sur Instagram, Facebook, etc. C'était compliqué pour moi de dire que j'avais 25 ans parce que j'étais pas du tout où je voulais être en fait. Voilà, vous n'étiez pas où vous voulez être. On va marquer une courte pause les amis, on va se retrouver de l'autre côté pour la deuxième partie de l'émission. A tout de suite sur Medi 1. De retour sur Medi 1 pour la deuxième et dernière partie d'émission. La provocation considérée comme un signe de faiblesse. Est-ce le cas pour toi, Darla? La provocation, c'est pour les faibles? Oui et non. Je dirais oui et non. Oui, parce qu'il y en a qui se servent de la provocation pour exister, je vais dire ça comme ça. Parce qu'ils n'ont peut-être rien à donner d'autre et ils passent par ça pour exister, pour être quelqu'un. Après, je dirais non parce que d'autres provoquent juste pour taquiner. C'est pas parce que ces personnes-là sont faibles. Oui, mais à quel moment on doit faire le discernement entre la provocation pour taquiner et la provocation pour, entre guillemets, comme tu le dis, pour faire le buzz ou pour énerver? Parce qu'il y en a qui ne supportent pas la provocation. Donc comment ça se passe? À quel moment on doit discerner, faire le discernement? Quand ça devient méchant, quand ça porte atteinte à la personne, je pense que là, c'est à ce moment-là qu'on peut savoir que c'est pas juste pour taquiner, pas juste pour embêter, mais c'est vraiment pour porter atteinte à la personne en face de soi. On va parler de la provocation. Évidemment, la provocation, ça existe un peu partout. Je pense que sur ce plateau, il y en a qui aiment bien aller dans ce sens-là, provoquer. En général, c'est pour taquiner, mais c'est souvent difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, de mettre le juste milieu, de savoir à quel moment, quelles sont les limites à ne pas franchir dans la provocation. Est-ce que c'est le cas pour vous? Vous avez des limites à ne pas franchir, Iden, lorsque vous êtes avec un ami, un proche tout simplement, dans la provocation? Il y a des limites à ne pas franchir, c'est lesquelles pour vous? Effectivement, je crois que le sujet est très intéressant parce que de nos jours, certains se permettent de sortir de ces barrières que les autres ont pu mettre pour justement les faire sortir de leur zone de confort. Ce que je dirais, c'est qu'il y a deux aspects, comme l'a dit Darla. Donc, il y a un aspect où la personne a vécu des troubles familiaux, ça peut être ça. Et puis, la personne, pour justement être un peu plus libre au milieu des autres, elle se permet de embêter, de taquiner, d'envoyer des pics. Mais en même temps, il faut aussi rappeler que la personne est censée réaliser que la personne a des limites. Vous êtes censé réaliser que la personne a des valeurs. La personne également, en fait, vous êtes censé avoir une relation qui vous permet de connaître la personne, de ne pas pouvoir franchir ses limites. Ça veut dire que si vous le faites,
vous faites exprès en fait. Vous voulez juste que la personne. Et c'est en général dans ce cas de figure que ça énerve un petit peu, voilà, comme on dit. Ouais. Parce que la personne est censée vous connaître. Et en général, souvent, la personne qui fait des provocations, souvent, la personne, on lui dit « j'aime pas quand tu fais ça, j'aime pas quand tu fais ceci ». Donc, la personne est déjà avertie. Mais lorsque la personne, de façon hasardeuse ou de façon volontaire même, quelque part, oui, se met à le faire, ça signifie juste que la personne veut mettre l'autre dans une posture assez, on va dire quoi, assez gênante. Donc, et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut respecter. C'est vrai que les provocations peuvent à la limite détendre l'atmosphère parce que généralement, lorsque par quand on est entre nous, lorsqu'on est entre nous, parfois il y a une personne qui peut être attristée, qui peut avoir un décès, qui est attristée, qui n'arrive pas à s'en remettre. Justement, les provocations peuvent à la longue essayer de libérer la personne, de rendre la personne un petit peu joviale, mais il ne faut pas franchir les limites. Franchir les limites, mon cher Morel, parce que la provocation, comme je l'ai dit, c'est dans tous les domaines où nous exerçons, où on trouve évidemment, à partir du moment où on se sent bien avec telle personne ou X personne, on a tendance évidemment à lancer un petit peu la provoque. Mais la provocation, quand elle devient, on va dire, péjorative, lorsqu'elle devient néfaste, comment il faut se comporter derrière? Parce qu'on parlait des limites, mais les limites, à un moment donné, si on sent que la personne qui nous provoque les franchit, est-ce que c'est à nous de rappeler ces limites-là à notre camarade? Bah si, tout à fait, parce que cette personne-là provoque, du coup elle ne s'arrêtera pas tant que vous ne lui aurez pas montré que, voilà, que ça ne vous plaît pas. Ça vous a déjà mis hors de vous de la provocation? Oh si. D'accord. Si. Déjà, j'aimerais faire une petite distinction. Allez-y. Pour moi, la provocation telle que libellée dans le sujet, c'est-à-dire est-ce que c'est un signe de faiblesse? Pour moi, oui, clairement, c'est un signe de faiblesse, clairement. Après, il faut pouvoir distinguer la taquinerie de la provocation. Pour moi, dès qu'on est en train de parler de provocation, pour moi, ça dépasse déjà en fait la taquinerie. D'accord. Donc là, on a déjà franchi ses limites, ses barrières. D'accord. Voilà. Donc, dès que quelqu'un te provoque, soit tu lui montres que c'est de l'eau versée sur le dos du canard, comme on le dit chez moi au Bénin. Donc, c'est-à-dire que tu ne réagis pas, tu passes, parce que Darla l'a dit tout à l'heure, c'est une façon pour certaines personnes d'exister. Si tu ne lui donnes pas le change, elle n'existe pas et elle s'en ira en fait. Donc, soit c'est ça, ou soit vous tapez du poing sur la table. Et vous lui faites comprendre que bah non, ça ne passe pas. Versel, on parle de la provocation. Iden, je viens à toi, t'inquiète, je viens à toi dans une poignée de minutes. Versel, on parle de la provocation. Alors, notre ami Morel a parlé un petit peu évidemment de faire cette distinction entre la taquinerie et la provocation, parce qu'évidemment, c'est deux choses différentes. Mais en ce qui concerne la provocation, supposons que vous soyez dans un débat ou une discussion avec quelqu'un d'autre, à partir du moment où la personne verse dans de la provocation, est-ce que c'est synonyme de manque d'argument pour vous? Oui, je dirais que c'est un manque d'argument parce que quand la personne n'arrive plus à argumenter ses propos, elle cherche maintenant à te mettre face au mur. Elle-même, elle est déjà... Enfin, à te déstabiliser, tout simplement. Voilà. Elle-même, elle est déjà face au mur, elle cherche à te mettre face au mur. Suite à ta réaction, parce que la personne se dit que tu vas réagir bizarrement et que la plupart des gens vont donner raison à la personne parce que c'est toi qui aurais commencé. Mais pour moi, s'il faut analyser la provocation comme un signe de faiblesse, je dirais non. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui... C'est leur nature, pas qu'ils sont faibles ou bien non. J'ai connu des amis, moi par exemple, j'ai fait l'internat avec les garçons pendant 3 ans où chez nous on te dit morale à 0. Morale à 0, ça veut dire que si tu n'arrives pas à supporter, même si tu tapes la main sur la table, tu t'énerves, tu peux te battre avec tout le monde. Les gens ne vont pas arrêter. Oui, parce que le signe de faiblesse, ça peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire, supposons que vous soyez dans votre zone de confort, tout se passe bien, il n'y a pas de souci, et que derrière, vous avez quelqu'un qui arrive à vous provoquer. Déjà, vous sortez de votre signe de faiblesse. C'est-à-dire que là, vous vous montrez des signes de faiblesse, et vous sortez de votre zone de confort, parce que la personne a réussi à vous déstabiliser quelque part. Donc, est-ce que c'est beaucoup plus dans ce sens-là? Est-ce que dans ce sens, on peut parler évidemment de faiblesse?
Pour moi, non. En tout cas, je ne partage pas la vie. D'accord. Pour moi, je me dis, il y a certaines personnes qui provoquent juste pour voir ta réaction. On te provoque pour voir à quel point, à quel moment tu pourras réagir. Maintenant, là, la réponse, si j'ai quelque chose à conseiller aux gens, c'est que on prend le fameux adage, on reprend les imbéciles par le silence. D'accord. Donc, vous préférez vous taisez jusqu'au bout d'un moment, la personne va être fatiguée. Parce qu'on dit l'interdit attire. Plus vous êtes en train de dire à la personne d'arrêter, tout ça, là, la personne voit qu'elle est en train de toucher la partie sensible. Et c'est là où ça excite la personne, ça pousse encore la personne à aller encore plus loin. Du coup, c'est préférable de se taire, de rester calme. D'accord. Iden, je vous ai interrompu, vous voulez rebondir sur un point? Dans ce sens que je voulais aller, pour dire que ce genre de personnes, il faut répondre avec, un silence. Avec la manière, il faut être éloquent avec ces personnes parce que l'objectif en fait pour cette personne, c'est justement de vous ridiculiser parfois devant les gens. Et en général, ce genre de personnes ont souvent le pouvoir lorsque il y a des gens qui sont autour et ils savent que si vous ne supportez pas, vous allez vous enflammer. Et donc, la meilleure des choses à faire que je peux dire, c'est vraiment de garder le silence, de répondre d'une autre manière, pas forcément pour aller dans son sens, mais prendre on va dire quoi, prendre une autre posture de la situation, mais voir la personne à côté. Vous êtes face to face, tu lui fais comprendre clairement que tu n'as pas été d'accord, mais ne le faites jamais en plein monde. Ne reprenez jamais la personne devant les gens ou à l'instant même où la chose est encore en train de battre de l'air. Gardez votre calme. Et j'aimerais aussi ajouter pour dire que souvent ce genre de personnes peuvent aussi souffrir du trouble de personnalité où parfois la personne est dans son monde et veut parfois aussi emmener les gens à adhérer, par exemple, à est-ce que la provocation, c'est le meilleur moyen d'emmener les autres dans son monde? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Pas du tout. Il y a un autre moyen. C'est pas forcément ça. Mais les gens, le plus souvent, utilisent ça simplement pour se faire une image. Pour se faire une image, pour bien paraître. Par exemple, je prenais le cas de Éric Zemmour. Je ne sais pas si vous le connaissez. D'accord, oui. On connaît Éric Zemmour. On le connaît sur les plateaux. Il s'arrange toujours à mettre les invités qu'il reçoit sur le plateau dans une posture assez désagréable. Et aujourd'hui, il s'est fait une figure médiatique. Et donc, je pense qu'on n'est pas forcément obligé pour s'élever dans ce monde, arriver à déstabiliser les autres ou arriver à mettre les autres dans une situation compliquée à travers la provocation. Darla, je vais revenir sur un point soulevé par notre ami Iden en parlant de la provocation, un point aussi qui a été longuement développé par notre ami Vercel. On parle de la provocation, le self-control, parce que la provocation, visiblement, ça permet justement de travailler ce self-control, à ne pas réagir, mais prenons le cas du provocateur, celui qui vient provoquer. Est-ce que quelque part, ça n'aide pas aussi cette personne-là à sortir de sa zone de confort? C'est-à-dire, il y a des gens en général qui sont un peu introvertis et qui ont besoin parfois comme vous l'avez dit, de se sentir exister. Du coup, ils arrivent à sortir de leur zone de confort par la provocation. C'est vrai que c'est pas le bon moyen, mais est-ce que ça permet à ces personnes-là quelque part d'exister aussi, de pouvoir être sociables, j'ai envie de dire? Comme je disais, en fait, pour eux, oui. Pour eux, c'est le moyen d'être sociable. C'est le moyen de communiquer avec les autres. Il y a des personnes qui ne peuvent passer que par là pour arriver à parler avec les autres, pour arriver à s'exprimer vis-à-vis des autres. Parce que, comme tu l'as si bien dit, Régis, ces personnes sont peut-être introverties, ils n'arrivent pas à trouver un autre moyen que la provocation. Oui, pour se faire accepter. Parce que des fois, il y a un groupe, on a besoin d'appartenir à ce groupe, de se faire accepter. Et en général, on a tendance à passer par la provocation et l'attaque. Et comme on le voit même dans les lycées, par exemple, il y en a qui, par exemple, un nouvel élève qui arrive, qui veut se faire une place, il va essayer de provoquer un peu autour de lui, se faire remarquer, je vais dire exister, essayer d'exister, pour qu'on puisse le remarquer et pour qu'il soit
je vais dire, intégré parmi les autres. Parce qu'on va dire que, non, lui là, il est toujours provocateur et quand il fait ça, il y a tout le monde qui rit autour. Donc s'il est dans notre groupe, ça va faire en sorte que tout le monde ait l'œil sur nous. Moi, je vais dire qu'il y a des personnes qui cherchent vraiment à exister et qui n'arrivent à exister que par ça. D'accord. Oui, allez-y, Versel, tu voulais rebondir sur un point, je t'ai interrompu tout à l'heure. Oui. Vas-y. Bon, je ne partage pas tout à fait l'argument de notre ami Darla. De notre ami Carla, parce que moi, j'ai une conception des choses en disant que si par exemple notre ami il est médecin, elle fait marketing, donc on est là, la mondialisation, chacun de nous doit faire ce qu'il faut. D'accord. Si aujourd'hui Dieu est que les gens qui se moquent des autres tout le temps, on moque d'une personnalité et tout ça, moi je pense que... Non, mais peut-être qu'ils ne sont pas en manque, mais peut-être qu'ils se cherchent un peu, peut-être qu'ils cherchent un peu... Voilà, oui, mais on ne va pas dire que tous les moqueurs... Non, on ne généralise pas. Il y a une catégorie de personnes on n'est pas en train de généraliser, qui essaient de le faire pour exister. Oui, bon, Et ce n'est pas les défendre quand je dis cela, c'est une réalité, ce sont des faits et je viens juste les énoncer en fait. D'accord, au moins là je partage la vie, mais pour dire que tous ceux qui le font, à tout moment, c'est pour chercher une personnalité, moi en tout cas... Non, mais je pense qu'elle a généralisé justement pour éviter cette confusion. Oui, allez-y, Morel. Si je peux me permettre, en fait, quelqu'un qui est bien dans sa peau et qui est heureux dans sa vie n'a pas le temps d'aller provoquer quelqu'un. C'est pour ça, en fait, que je dis les taquineries sont à prendre d'un côté et la provocation, c'est à prendre de l'autre. Si aujourd'hui, je me sens inférieur à vous, je vais tout faire, en fait, pour vous attirer vers moi. Si je me sens supérieur à vous, je ne vais même pas vous calculer. Donc, pour moi, en fait, clairement, quelqu'un qui passe sa vie à provoquer, ça peut être une rivale, ça peut être, par exemple, la seconde épouse, je ne sais pas, de ton mari Darla, par exemple, qui va passer son temps... D'accord, vous avez une info qu'on n'a pas... on te taquine, t'inquiète. Ça ne risque pas d'arriver. Si, par exemple, en fait, je ne sais pas, tu as 2 co-épouses, donc vous êtes 3, qu'il y en a une qui te taquine de temps en temps... c'est différent de celle qui viendra provoquer. C'est très différent, en fait, de celle qui va, par exemple, je ne sais pas, ramasser les ordures de chez elle, venir les poser devant chez toi. Tout ça, en fait, c'est pour t'énerver, en fait. Mais si quelque part, elle ne se sentait pas inférieure à toi, c'est pas quelque chose qu'elle ferait. Oui, tout à fait. Donc, pour moi, c'est pour ça, en fait, que je dis clairement la provocation, c'est-à-dire, véritablement, la provocation, c'est un signe de faiblesse, en fait. Si tu te sens bien, tu ne vas pas le faire. Tu as parlé, Iden, tout à l'heure, de Éric Zemmour. Éric Zemmour, frère, il y a plein d'autres chroniqueurs aussi, et ils ne font pas ça à leurs invités. Donc, quelque part, si tu as besoin de ça pour avoir une exposition médiatique, comme tu dis, c'est déplorable. D'accord. Et évidemment, la situation très compliquée quand on parle de provocation, c'est comme l'a souligné notre ami Morel, lorsqu'on se sent bien dans notre peau, on n'a pas besoin de provoquer. C'est vrai qu'on a presque fait le tour de la question, mais il reste encore, parce que la thématique, évidemment, on peut creuser, aller très loin en ce qui concerne la provocation. On en a parlé sur ce plateau, Iden, mais réellement, s'il fallait résumer tout ça, est-ce que la provocation, c'est le fait de déstabiliser une personne? C'est quoi réellement la vocation première quand on décide d'aller provoquer l'autre? C'est pour, je ne sais pas, déstabiliser la personne? Qu'est-ce qu'on recherche derrière concrètement? Ça dépend. Parce qu'on a l'impression que l'acte en lui-même, il est malsain. Oui, c'est vrai que lorsqu'on le regarde de façon extérieure, il est malsain, mais je crois que c'est Darla qui le mentionnait tout à l'heure. Souvent, ce n'est pas dans le but de déstabiliser la personne, mais c'est justement pour faire sortir la personne dans son zone de confort, essayer d'être avec les autres. Parce qu'il faut aussi avouer qu'il y a des gens qui sont tellement timides, qui n'arrivent pas à se faire une place au milieu des autres. Oui, mais est-ce que la provocation, j'insiste encore, est-ce que la provocation, c'est vraiment le canal par lequel on va se faire accepter? Est-ce qu'il y a un autre moyen? Je veux dire, on peut aller... Pas forcément. On peut tout simplement dire aux gens ce qu'on veut d'eux, en fait. Oui. On n'est pas forcément obligé de passer par la provocation. Si vous voulez qu'une personne adhère, par exemple, à votre projet ou je ne sais pas, à votre idéologie, il suffit de le dire simplement.
mentionner les faits et puis dire aux gens d'adhérer. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par la provocation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec, on va les appeler comment? Avec les stars au quotidien qu'on voit en train de faire des lives où pour que la personne puisse s'intéresser à eux, ils sont obligés d'insulter la personne. Bon, c'est ce qu'on appelle communément des clashs. Hein, voilà, des clashs sur les réseaux sociaux. Des clashs, mais souvent, parfois on se dit que ce sont des clashs arrangés, mais parfois c'est pas arrangé, parfois ce sont des clashs vraiment sérieux. La personne provoque simplement pour attirer la personne vers elle, pour avoir des likes. Justement, du coup, tu me rejoins quand je parlais tout à l'heure d'un acte malsain, parce que si on le fait avec l'idée derrière d'attendre la réaction de quelqu'un et de susciter les likes ou des partages, donc quelque part, l'acte aujourd'hui, Morel, il est un peu malsain, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors là, encore une fois, toi. Donc, tu l'as dit, quand la personne n'a rien d'autre à offrir, en fait, c'est ce qu'elle va passer son temps à faire. Donc, pour prendre cet exemple. Après, tout à l'heure, dans les échanges, il y a une idée qui m'est venue. Je me suis dit, dans le sens inverse, lorsqu'on a, par exemple, son mari qu'on a envie de provoquer, juste pour le taquiner un peu, pour qu'il nous regarde, etc. C'est très différent de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure où je me sens inférieur à l'autre. Donc, il y a encore plusieurs autres composantes, comme tu l'as dit, Régis. On peut encore creuser, en fait, dans le sujet. Donc, en dehors d'une femme qui, par exemple, va provoquer son mari, même là, déjà, cet exemple, ça va être peut-être en portant certaines tenues, juste pour le pousser à réagir, à parler, en fait, voilà, en fait. Donc, ça aussi, c'est un exemple. La provocation est un outil indispensable dans le couple, apparemment, hein, en ce qui concerne notre ami. Ça, c'est important. Bon, d'accord. Quand même. Hein. On vous prend au mot. Allez-y, mon cher Versel. Oui. Oui, bon, suite à son exemple, j'ai eu encore des arguments pour. Mais allez-y, hein, on est preneur. Je disais toujours avant que la provocation, pour moi, c'est pas le fait de. C'est pas un signe de faiblesse. Faiblesse pour moi. Parce que je prends juste mon exemple. Je suis fils unique de ma maman. D'accord. Et je suis un moqueur, un provocateur H24. Ceux qui sont avec moi le savent. Et avec ma maman, par exemple avec ma maman, je provoque, je me moque de ma maman H24. Donc, quelqu'un ne va pas me dire que je me sens peut-être inférieur vis-à-vis de... Supposons, restons dans l'exemple de maman. Vous le faites pour vous rapprocher beaucoup plus de maman ou bien vous le faites parce qu'il y a une belle complicité avec maman? Comment ça se passe? Bon, je le fais juste comme ça. D'accord. Par fait, en fait. On va dire que quand il y a quelque chose qui se passe devant nous, je me mets à me moquer d'elle. Je dis, bon, par exemple, on peut suivre un film et il y a quelqu'un qui t'aime dans le film. Je dis, imagine si c'était toi, ça. Parce qu'est-ce que tu aurais fait? Donc là, je me moque de la personne parfois. Oui, mais après, ça reste moment. Donc, est-ce que toi, dans ta moquerie, dans ta provocation, parce que il a encore souligné à notre ami Morel qu'il faut faire une distinction entre la taquinerie et la provocation. Voilà pourquoi je dis que je suis les deux, en fait. Au moins, ceux qui me connaissent savent que je suis le deux. D'accord. Je sais à quel moment faire de la provocation. Je sais à quel moment provoquer. Parce que toucher la personne, par exemple, quand je suis en train de te parler, je sais par exemple qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand on touche leur tête. Ouais. Ça, c'est pas de la moquerie. Quand je viens toucher ta tête, ça c'est de la provocation. D'accord. Quand je le fais, je sais que tu aimes pas ça, je le fais. Ok, moi j'ai envie de te poser une question. Oui? Si la personne te dit que ça la met mal à l'aise, est-ce que tu continuerais? Certaines personnes, non. Pourquoi certaines personnes? Parce que, par exemple, aujourd'hui, on s'est connus, toi et moi. On a le respect mutuel. Je respecte tout le monde. En tout cas, le respect, je l'accorde à tout le monde. Si je te fais déjà une première chose et que tu me dis non, parce qu'il y a plusieurs manières de dire non. Il ne suffit pas de me dire non et qu'une autre fois, tu viens me faire la même chose. Quand je te dis non, tu continues. Parce que les gens ont l'habitude de confondre que la plupart des gens qui disent non pour les moqueries ou bien la provocation, ce sont les grands provocateurs. D'accord. C'est ce que les gens n'arrivent pas à dire. Il y a des gens, quand il s'agit de moquer, il est là, le premier, c'est lui qui anime. C'est en gros, ne fais pas ce que je te fais. Voilà, dès que vous touchez, non. Voilà, si tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas. Moi, si tu me dis par exemple,
À la première rencontre, non, ne le fais pas. Je ne fais pas, je te respecte. Je ne fais pas les blagues avec tout le monde, je ne fais pas la provocation avec tout le monde. Mais si j'ai l'habitude de faire les blagues avec toi, donc ça part du principe un peu de l'intimité, voilà, l'affinité, l'intimité. Morel, je reviens à toi. Darla, on parle évidemment, Morel a parlé un petit peu de la provocation dans le couple. C'est visiblement très important la provocation dans le couple. Morel nous a dit pourquoi. Mais dans l'amitié aussi, la provocation conduit parfois à une divergence. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans l'amitié, si tu provoques la copine qui n'est pas d'accord, derrière ça peut créer des petites disputes, mais une divergence en tout cas, de point de vue, d'idées et tout le reste. Et la divergence, on sait que c'est important aussi dans l'amitié. Du coup, la provocation aussi, ça reste un élément, on va dire, un effet multiplicateur dans la longévité de l'amitié. C'est bien parfois de taquiner quand on est dans on va dire, une relation amicale. Oui, je dis oui. Je vais prendre mon exemple avec ma meilleure amie à moi, voilà, Maëlys, elle et moi, on passe le temps à se provoquer, voilà, on se provoque depuis qu'on se connaît, on se connaît depuis la 4e, ça fait 7 ans, je pense, 7 ans maintenant qu'on est amis, et on a toujours eu à faire ça. C'est vrai que des fois on va se fâcher, mais on va revenir, on va toujours se provoquer en fait, et ça amène qu'après, on va même en rigoler, ça va pas être quelque chose de très grave. Vous créez des souvenirs, parce que demain vous pouvez en rire. On crée de bonnes choses avec. C'est vrai, sur le coup, ça peut pas plaire, mais après, on peut en rigoler. Ah, tu te souviens, toi aussi, comme on dit, c'est bon, tu as le petit cœur, hein, tu t'es fâché parce que je t'ai juste dit un truc comme ça ou je t'ai juste fait ça. Mais après, on va en rigoler. Ça crée des souvenirs, ça crée de bonnes choses et ça crée la continuité des liens. Bon, Maëlys, si tu nous regardes, il faut pas te fâcher, hein, quand ça la provoque. Oui, allez-y, Iden. Ce dont elle est en train de parler, je pense aussi que les provocations, sont des éléments unificateurs. Ça veut dire qu'ils permettent d'unir les gens, d'approfondir c'est surtout si on connaît la personne en face aussi, parce qu'après, c'est comme Vercel l'a dit, aussi, ça dépend. Vous pouvez ne pas connaître la personne. Quand vous voyez la personne, vous pouvez envoyer des pics, mais pas dans le sens pour mettre une personne, comme on a dit, mais ma chère Iden, ça va être difficile pour la personne de déchiffrer un petit peu. J'ai déjà subi ce genre de cas. D'accord. Les gens me disent souvent que j'ai un visage froissé qui ne sourit pas. D'accord. Trop. Bon, c'est méchant, mais... Bon, j'assume pleinement parce que je sais qu'en réalité, quand tu me découvres, tu vois une autre personne. Donc, du coup, et la personne me disait que pour se rapprocher de moi, la personne m'a envoyé des pics. Et j'ai réagi. Et j'ai souri parce que on ne se connaissait même pas, mais la personne envoie des pics et je souris. Et ça permet à la personne de briser la glace. Et puis j'ai un petit frère à la maison qui passe le temps, lui et moi on passe le temps à se provoquer. Par exemple, hier on était, on va dire quoi, réunion de famille et j'avais sommeil et tout. Et en somnolant, il m'a filmé et je n'ai pas su. Et donc il m'a envoyé on va dire quoi, la photo sur WhatsApp. Et quand je regardais, je lui ai dit, bon, tu commences, mais moi, je viendrai te filmer quand tu vas baver. Donc, vous voyez un peu, c'est un élément qui permet de détendre l'atmosphère, de détendre les gens. C'est pas forcément les liens, un élément de faiblesse, mais plutôt unificateur. La provocation comme un élément unificateur. En tout cas, merci à toi, Iden. Nous sommes arrivés, les amis, au terme de cette émission. Iden, étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. On remercie Ralph Vercel, étudiant en droit. Ça a été un plaisir de te recevoir pour ta première participation à Génération News. On espère te revoir sur ce plateau, évidemment. On remercie également notre ami médecin dentiste Morel. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Médien. Et on termine avec Darla, étudiante en communication marketing. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. C'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine. D'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, n'oubliez pas, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.